Très bien, il est 15 heures. Bonjour à tous et merci d'être là. Je vous propose qu'on commence à l'heure, hein, dans cette période de visioconférence. Les choses s'enchaînent. En tout cas, merci à tous d'être là. Je m'appelle Camille Verchery et j'ai l'honneur d'animer la table ronde santé autour du sujet aujourd'hui, savoir-faire et offres françaises dans le domaine de la santé. Comment garder une longueur d'avance. Alors, nous avons la chance aujourd'hui d'avoir trois dirigeants d'entreprise qui ont réussi justement à garder cette longueur d'avance sur leurs concurrents. Et grâce à leur savoir-faire et à leur offre, ils ont su se positionner au cœur de leur marché. Et on est là pour qu'ils nous fassent partager leur expérience, notamment sur les capacités d'innovation, hein, mais aussi sur leur capacité d'internationalisation, qui sera au cœur du sujet aujourd'hui. Alors, pour commencer, je vous propose de faire un tour de table afin que vous puissiez apprendre à les connaître. Et bien sûr, je me tourne vers la femme de la journée sur cette table, Emmanuelle. Alors, vous êtes la fondatrice du célèbre cabinet de conseil Voisin Consulting. Je vous laisse vous présenter. Merci pour cette introduction, Camille. Mais ce que nous faisons, c'est tout simplement du développement de produits de santé sous contrat pour les industriels que représentent les startups en biotech, médicaments biologiques et aussi d'origine chimique, hein, biotech, l'intégralité de tout ça. Et puis en medtech, c'est-à-dire pour tout ce qui est dispositif médical. Et bien évidemment, à partir de là, ces produits de santé comprennent également les produits combinés, les produits frontières et beaucoup d'autres encore. Donc, on amène ces produits sur le marché en démontrant la qualité, la composition et les contrôles qui servent à mesurer la composition du produit. On mesure également, on évalue la toxicité, la pharmacologie, l'effet du produit en médicaments, la performance du produit pour tout ce qui est dispositifs médicaux. Et puis, on le fait à la fois sur l'animal et sur l'homme. Au-delà de tout ce qui est validé par une agence réglementaire, qualité, sécurité, efficacité, on va un cran plus loin et on travaille aussi avec ce qu'on appelle communément les payeurs, c'est-à-dire en fait les agences HTA Bodies en Europe et payeurs aux États-Unis qui vont permettre le remboursement du produit une fois qu'il est mis sur le marché, enfin une fois qu'il est prêt à être mis sur le marché. Et enfin, il y a tout ce qui est cycle de vie du médicament, une fois que le produit est commercialisé. Voilà ce qu'on fait. Merci beaucoup Emmanuel. Alors, nous avons la chance d'avoir Philippe Blanco, hein. Donc vous venez de prendre la direction du groupe Evolucare. Je vous en prie, je vous laisse présenter votre groupe et vous-même. Merci Camille, merci à tous les participants. Je m'appelle Philippe Blanco et je suis le directeur général du groupe Evolucare. Evolucare est une société qui a été fondée maintenant il y a quelques années et qui est spécialisée dans l'édition de logiciels pour le monde de la santé, en particulier des logiciels pour gérer le dossier, l'information médicale dans le dossier du patient. On a également une gamme de produits pour les unités de soins critiques, unités de réanimation, bloc opératoire pour l'anesthésie, des solutions également pour les cabinets d'imagerie médicale. On a remporté un très très gros succès en France qui nous permet aujourd'hui d'être une PME d'à peu près 300 personnes. Et depuis quelques années maintenant, la société s'est engagée dans projet d'internationalisation. On a commencé avec beaucoup de succès notre internationalisation en Afrique. Et maintenant, on est en train de se développer plus largement en Asie, en Amérique, en particulier Amérique du Sud, mais aussi Amérique du Nord. Je vous en dirai un petit peu plus peut-être tout à l'heure, Camille. Très bien, merci Philippe. Et enfin, Adrien. Alors Adrien, vous êtes le fondateur de la très belle medtech PhysioAssist. Je vous en prie. Merci Camille, merci à tous. Oui, donc je dirige maintenant PhysioAssist, qui est une start-up dans l'appareillage médical que j'ai fondée en 2012. Notre cœur de métier, c'est de comprendre comment se comporte le mucus bronchique dans les pathologies respiratoires obstructives. Donc ça a été la base des 4 premières années de création de notre société.
avec des partenariats majeurs avec le CNRS, l'INSERM, et puis ensuite des hôpitaux publics pour valider nos technologies. Depuis 2014-2015, on est passé dans une phase où on a essayé de comprendre comment cette compréhension du mucus pouvait impacter les patients. Et dès 2016-2017, nous avons fait nos premiers prototypes de produits qui permettent à des patients qui ont des problèmes de sursécrétion de mucus bronchique, donc on parle de mucoviscidose ou de bronchectasie, de dilatation des bronches. On leur permet d'extraire ce mucus de leur voie respiratoire de manière plus efficace et plus confortable. Et notre produit est sur le marché depuis début 2019. Et donc, je pense qu'on parlera de tous les autres sujets, tous les milestones importants du développement de la société. Donc aujourd'hui, nous sommes implantés dans une quinzaine de pays en Europe et nous travaillons notamment avec Camille et d'autres sur le développement de la société en Chine, aux États-Unis et sur d'autres géographies dans le monde. Merci beaucoup. Alors, on me fait signe qu'il faut que je rappelle deux petits points d'organisation que je n'ai pas fait précédemment. Le premier, c'est on vous laisse à tous garder vos micros coupés. Hein, il y aura un temps de questions à la fin. On vous laissera 10 minutes de questions. Et voilà, c'était juste pour vous dire ça. Et la séance terminera à 16 h. Alors, pour revenir à cette idée du savoir-faire français, on voit qu'il est souvent le résultat de l'ADN finalement de la société et de son dirigeant finalement, hein, de son dirigeant et de ses équipes. Alors je me retourne vers vous, Emmanuel, et est-ce que vous pouvez nous dire en quoi votre personnalité et celle de votre équipe a finalement façonné et permis de développer ce savoir-faire qui vous différencie de vos concurrents? Alors, le savoir-faire, il est venu avec l'âge, petit à petit, en ayant touché à tout, hein, aussi bien la recherche fondamentale que la recherche appliquée, en ayant travaillé à la fois dans l'industrie en France et aux États-Unis, et puis aussi à la FDA à Washington, donc organisme qui approuve les médicaments. Et puis enfin, et surtout, je pense que ce qui est important de dire, c'est le conseil. J'ai appris le conseil en étant seule dans une société, dans la filiale d'une société pharmaceutique aux États-Unis, et en ayant autour de moi, en créant autour de moi un réseau de compétences, aussi bien en consulting qu'en société de recherche clinique sous contrat. Et ce réseau, il était complètement virtuel. Et c'est ça qui pour moi, est important dans le savoir-faire, c'est le fait de créer un réseau virtuel de toutes les compétences dont on a besoin autour de soi. Donc, savoir-faire, c'est un peu ça. C'est ce que nous répercutons aujourd'hui à nos partenaires clients. Oui, tout à fait. D'ailleurs, une très belle réussite, puisque vous avez, je crois, plus de 200 collaborateurs, ou en tout cas réseau, hein, c'est ça? Non, de collaborateurs 250. Voilà, oui. 250. Et puis après, tout un réseau, effectivement, énorme autour, avec des spécificités très pointues et des grands spécialistes dans différents domaines. Merci beaucoup. Alors, Adrien, vous, quel a été l'élément déclencheur, vous qui êtes un start-upper, un créateur d'entreprise, qui vous a permis de développer cette technologie du CIMERX qui est connu aujourd'hui? L'événement déclencheur, ça a été une rencontre d'abord, parce que j'ai un background d'ingénieur. Donc moi, je ne suis pas médecin, je ne suis pas issu du domaine de la santé. Je pense que c'est important de le comprendre pour voir la culture ensuite de notre entreprise, qui est une culture très axée sur le produit. Et donc, pendant mes études, j'ai rencontré un professeur qui avait 2 enfants qui avaient la mucoviscidose et qui avait initié certains travaux sur cette technologie, sur les propriétés du mucus qu'on a approfondi ensuite avec beaucoup d'enthousiasme sur les 4 premières années du développement de la société. Et ensuite, assez naturellement, ma culture m'a amené à en faire un dispositif médical et à l'apporter à des professionnels de santé. Donc c'est une démarche qui est un petit peu inverse parfois de médecins qui ont une problématique initiale qu'ils voient sur les patients et qui ensuite cherchent à s'attacher des services pour développer l'appareil qui va répondre à leurs demandes. Là, c'était vraiment la découverte d'une technologie et la recherche de comment implémenter, comment apporter cette technologie à des patients qui anime ma société PhysioAssist. Et on a gardé cette culture très, très axée sur le produit. On travaille bien sûr avec beaucoup de professionnels de santé, mais c'est quand même ça qui fait notre ADN aujourd'hui.
Alors voilà deux entrepreneurs qui ont construit leur société. Et vous, Philippe, vous êtes dans l'étape d'après, hein, dans la reprise, l'accélération d'une société grâce à un fonds d'investissement et une reprise par votre expérience et votre talent. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu l'évolution et la performance que ça peut avoir pour l'entreprise? Oui, Evolucare est une société familiale à l'origine, toujours familiale d'ailleurs, qui a été créée il y a plus d'une vingtaine d'années. Il a fallu du temps, de l'énergie et beaucoup d'efforts pour donner à cette société une assise importante sur notre marché domestique, le marché français. Aujourd'hui, on a 2600 clients qui utilisent nos solutions logicielles, c'est quand même tout à fait remarquable. En 2019, le fondateur de l'entreprise, Élie Le Guilcher, a fait rentrer un fonds d'investissement qui s'appelle S-Link Capital, qui maintenant possède un peu plus de 30% du capital. Et ensemble, ils ont décidé de donner une trajectoire d'accélération à la croissance de ce groupe, avec un objectif d'ici 4 à 5 ans de réaliser plus de 100 millions de chiffres d'affaires, dont une bonne partie, et si possible la moitié, à l'international. Et donc c'est du fait de cette initiative que j'ai rejoint le groupe Evolucare début 2019, puisque mon expérience, je l'ai faite dans des grands groupes internationaux. J'ai passé 7 ans avant de rejoindre Evolucare en tant que directeur général pour l'Europe du Nord et l'Europe centrale dans un grand groupe sur le secteur santé et sciences de la vie. Donc je peux apporter mon expérience de l'international au groupe Evolucare. Cette accélération, elle se traduit par une accélération aussi extrêmement forte de nos ventes à l'international. Il y a 4 ans, on réalisait peut-être 2-3% de nos ventes logicielles à l'international. Cette année 2021, probablement, on réalisera entre 20 et 25% de notre chiffre d'affaires. Et maintenant, on a une stratégie très agressive de build-up, c'est-à-dire d'acquisition d'entreprises, et je vous en dirai plus tout à l'heure, à l'international, pour accélérer ce processus. Merci beaucoup. Alors, la gestion de l'innovation, on parlait de l'ADN des sociétés. Maintenant, la gestion de l'innovation est vraiment au cœur de la stratégie de l'entreprise. Et c'est ça qui permet de garder une longueur d'avance. D'où ma question, vous, Adrien, vous êtes vraiment au cœur de cette innovation. Alors, l'innovation, elle ne se décrète pas, hein. Il faut la faire, la refaire, la construire, l'améliorer. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu quelles ont été les clés de votre réussite, les difficultés que vous avez rencontrées? Les difficultés, elles sont chronologiquement, elles vont venir de la recherche fondamentale. C'est est-ce qu'on arrive à trouver, à sortir une technologie. Ensuite, quand on n'a pas l'expérience, moi j'avais pas beaucoup d'expérience dans le domaine quand j'ai commencé, c'est de construire un produit qui réponde à des exigences quand même assez fortes. Je pense que ça structure notre secteur, la réglementation et les certifications, les normes sont quand même un vrai sujet dans notre secteur. Donc ça a été les 2 premières difficultés. C'est traduire quelque chose d'une recherche fondamentale en un produit médical. C'est vraiment quelque chose de complexe et qui est nécessaire pour prouver à des futurs investisseurs que le projet est viable. C'est une première étape. Et puis ensuite, il y a toute la partie, une fois qu'un dispositif est certifié et commercialisé, de comment le diffuser. Je pense que comme beaucoup de personnes qui développent leurs produits, on pense qu'une fois qu'il est sur le marché, tout le monde va en vouloir et tout le monde va se l'arracher. Je pense que beaucoup de gens ont la même expérience que moi, c'est qu'il faut quand même aller le commercialiser, aller le diffuser, aller convaincre des médecins, aller convaincre tout l'écosystème autour des pathologies qui sont cibles. Et donc ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'investissement, et puis un changement de culture, parce qu'on passe quand même les 5-6 premières années du développement un peu enfermé dans un laboratoire, en allant voir de temps en temps des personnes qui peuvent être critiques sur les différentes itérations de votre produit, mais quand même on n'est pas les mains sur les patients en permanence. Et puis quand on commence à aller vers les patients et qu'on se rend compte qu'il y a encore des choses à faire, il faut itérer très très vite. Mais ensuite il y a une vraie métamorphose, une vraie mue à faire au moment où le produit est quelque chose de concret et qu'il faut aller le diffuser auprès des patients, pays par pays, parce que les réglementations sont différentes, et puis la culture est différente, les gold standards sont différents, donc c'est vraiment, ça demande une très grande énergie. Mais de l'autre côté, ça apporte beaucoup, c'est très intéressant, très enrichissant, donc la balance est positive.
Merci beaucoup. Alors vous, Emmanuel, votre société, finalement, elle est au cœur de l'innovation de vos clients. Alors pouvez-vous nous expliquer un peu les enjeux de vos clients, comment vous y faites face et quelles sont les difficultés aussi que vous pouvez rencontrer? Alors, les gros enjeux de nos clients, c'est justement de franchir la barrière réglementaire, c'est ce que on vient de dire à l'instant. Et comment faire pour la franchir? Ben, tout simplement en travaillant main dans la main avec les agences réglementaires. Et ça, c'est un message auquel je tiens beaucoup parce qu'il fut un temps où on croyait que l'agence réglementaire, c'était la police qui tapait sur les doigts et qui empêchait d'aller au marché. Et en fait, une agence réglementaire, ce n'est autre, et en particulier aux États-Unis, hein, ici aussi, mais aux États-Unis c'est flagrant, on voit bien que ces gens sont là pour nous aider à mettre les produits sur le marché, qui font tout pour nous faciliter la vie, qui nous suggèrent, qui échangent avec nous autant qu'ils le peuvent. Et en particulier, on est en ce moment en pleine activité de développement clinique in silico pour des médicaments, donc quelque chose de très innovant. Eh bien, l'agence, la FDA, nous appelle et nous demande de venir sans arrêt, quoi. Alors évidemment, autrefois on y allait, maintenant ça se passe en vidéo, mais l'idée est qu'on se voit tous les 2 mois et ils ne nous lâchent pas, on travaille main dans la main, en partenariat avec eux. Donc ça, pour moi, c'est un point important. C'est un très beau message, hein, que le réglementaire est là pour aider, pour encadrer, pour cadrer. Très, très, très beau message. J'espère que c'est la même chose en Europe et j'en suis sûr. Alors, vous, Philippe, vous êtes dans une société qui est assez mature dans sa technologie, mais qui finalement a su garder, hein, une longueur d'avance dans l'innovation. Vous nous en parliez tout à l'heure à midi pendant notre déjeuner. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de ça? C'était très intéressant. Bien sûr, Camille. Alors, je dirais il y a 2 volets. D'abord, on voit bien que sur un marché qui reste quand même relativement conservateur, dans son approche, il y a un mouvement qui est maintenant enclenché, qui vise pour les clients à consommer différemment le logiciel de santé. Autrefois, on vendait un logiciel au travers d'une licence perpétuelle, on l'installait, et puis le client utilisait le logiciel jusqu'à ce que mort s'en suive, on va dire ça comme ça, avec un service de support. Aujourd'hui, les consommateurs, également dans la santé, commencent à vouloir payer ce qu'ils consomment. Et ça commence par les petits cabinets libéraux ou les cabinets d'imagerie libérale, même les établissements de taille un petit peu plus importante, commencent à vouloir consommer le logiciel de cette manière-là. Et ça impose évidemment pour une société comme la nôtre de mettre en place un ensemble de dispositifs, à la fois d'hébergement et une réglementation qui est quand même très très stricte sur la confidentialité des données, la sécurité des données, le partage des données et l'hébergement des données, en particulier en France, mais pas uniquement, mais aussi d'utiliser des technologies qui sont les technologies du moment, le cloud, pouvoir consommer ces logiciels dans le mode qu'on appelle ça Software as a Service. Et donc on a entrepris maintenant, il y a plusieurs années, une recomposition complète de notre portefeuille de solutions, qui maintenant est quasiment totalement abouti, qui vise à être capable de mettre à disposition de nos clients nos solutions dans ce nouveau mode de consommation. Ça, c'est un premier point extrêmement important. Et on s'aperçoit que parmi nos concurrents, même les très grands concurrents, beaucoup ont des difficultés à faire ce mouvement qui a été fait par Evolucare et réussi par Evolucare. Et puis ensuite, il y a un volet d'innovation qui est extrêmement important et qu'on partageait à l'heure du déjeuner. Evolucare est une société qui est très attachée à intégrer dans ses solutions le meilleur de la technologie. Et donc on a développé il y a maintenant quelques années ce qu'on appelle Evolucare Labs, c'est-à-dire le laboratoire d'innovation d'Evolucare. Et le Labs, il a une vocation première qui est d'étudier la possibilité d'utiliser des technologies telles que l'intelligence artificielle au bénéfice des professionnels de santé dans l'aide au diagnostic clinique. Et donc on a développé un ensemble d'outils et de solutions en partenariat avec l'INSERM, avec de grands établissements universitaires comme l'assistance publique des hôpitaux de Paris, en particulier
on a développé avec ces partenaires-là une solution d'intelligence artificielle qui permet de faire le diagnostic des pathologies de l'œil sur la base de l'image de la rétine, qui est donc un fond de l'œil, qui est faite à partir d'un rétinographe. Et pour dire les choses un peu simplement, il y a quelques concurrents sur le marché. Il y a à peu près 200 pathologies de l'œil, mais une quarantaine représentent 99% des pathologies les plus courantes. 3 sont extrêmement courantes, ce sont la rétinopathie diabétique, glaucome, DMLA. Donc on a parmi nos concurrents quelques sociétés américaines, Europe du Nord, singapouriennes, etc., qui font bien la rétinopathie diabétique. Très peu font les 3 maladies principales et aucune, sinon Evolucare, font les 40 pathologies ou 39 pathologies les plus courantes. Donc là, on fait la démonstration qu'une entreprise française avec un laboratoire de recherche qui est l'INSERM, avec les meilleurs universitaires de France, sont capables de développer une solution qui est une solution extrêmement innovante et qui représente un espoir extrêmement important pour les populations autour de la planète. Il faut savoir qu'il y a 400 millions de diabétiques dans le monde, et ce nombre de diabétiques va augmenter au fur et à mesure où on va avancer dans le temps, qu'en théorie, il faudrait faire un examen du fond de l'œil par personne diabétique, qu'il est recommandé pour toutes les personnes qui ont plus de 60 ans d'avoir un examen du fond de l'œil tous les 2 ans. On sait qu'à la fin de ce siècle, 15% de la population de la planète aura plus de 80 ans. Donc ça devient un enjeu extrêmement important, et on peut, avec ces technologies, faire des campagnes de screening, de dépistage sur des milliards de personnes à un coût relativement modeste. Donc c'est ça notre objectif. Notre objectif, il est vraiment d'aider les systèmes de santé partout dans le monde à améliorer le dépistage de ces pathologies qui peuvent avoir vraiment des conséquences extrêmement graves, à la fois pour la santé des individus, parce que ça peut aller jusqu'à la cécité totale, partielle ou totale, mais aussi qui ont un coût extrêmement important sur le système de santé. Donc c'est une solution dont on est très fiers du développement avec nos partenaires et qu'on est en train de commercialiser avec beaucoup de succès aujourd'hui. Et typiquement, c'est une solution qui est internationale puisque vous avez un accès sur le cloud, donc vous avez un accès sur le net, et c'est accessible à peu près par tout un chacun autour de la planète. Alors, il y a des petites nuances autour de ça, mais c'est typiquement une solution qui est internationale par essence. Alors, merci beaucoup Philippe, parce que vous me donnez le lien à ma prochaine question, justement, sur l'internationalisation des entreprises, parce qu'on était sur l'innovation, et finalement, tout le monde est d'accord, l'innovation c'est essentiel pour une entreprise, pour garder sa longueur d'avance, mais l'internationalisation, hein, est-ce qu'elle est essentielle? Alors oui, elle paraît essentielle pour faire croître son entreprise, mais aussi peut-être pour se confronter à la concurrence, pour identifier de nouveaux besoins, pour grandir. Mais vous, par exemple, Adrien, votre entreprise, elle est jeune. Pourquoi avoir choisi l'international pour garder cette longueur d'avance? Bah, c'est vrai que, comme je disais tout à l'heure, le premier problème d'une société comme la nôtre de petite taille, avec des petits moyens, c'est le réglementaire. Donc c'est d'obtenir un marquage sur un dispositif. Et ensuite, culturellement, pour une entreprise française, le premier marquage qu'on va chercher, c'est le marquage CE. Peut-être qu'il y a des contre-exemples, mais en tout cas, nous, c'était notre cas. Qui donne l'opportunité d'aller sur une vingtaine de marchés dans le monde entier, avec des réglementations très différentes. Donc c'est sûr que quand on a ce droit-là, le devoir de l'entreprise, c'est d'aller sur les marchés où il y a la meilleure capacité de pénétration avec un minimum d'investissement pour faire des preuves de concept. Donc naturellement, on est allé sur... on est resté en France quand même si c'est un marché très compliqué pour avoir un ancrage dans le pays dans lequel on se trouve et comprendre le marché, parce que c'est compliqué de comprendre les retours marchés à l'étranger. Mais c'est vrai que tout de suite, on s'est orienté vers des pays où l'accès à l'innovation est beaucoup plus facile, où il y a une culture aussi de l'achat de dispositifs, parfois de la poche des patients. Et donc, chaque pays a sa particularité. Et c'est vrai que quand on démarre, on se doit aujourd'hui d'aller dans des pays où le développement va être plus rapide. Et même sur un autre volet, je trouve que c'est hyper intéressant de prendre en compte aussi, c'est un volet clinique. C'est que lorsqu'on a un dispositif médical innovant,
c'est très compliqué de faire des bons designs cliniques dès le départ. Donc, je trouve qu'on se plante beaucoup et on itère beaucoup sur les premiers petits essais cliniques que l'on fait. Et c'est très important d'aller les faire dans des pays où ça va vite pour pouvoir comprendre très rapidement quels designs vont marcher, quels designs vont être performants sur votre appareil, pour ensuite, lorsque vous le faites d'une manière plus ambitieuse, ne pas faire d'erreur de design sur un essai plus important. Nous, aujourd'hui, on est en train de faire des gros essais randomisés en France, mais on a fait une quinzaine de petits essais cliniques dans des pays où c'est plus rapide, où l'inclusion est plus rapide, pour pouvoir comprendre quel va être le design optimal pour l'étude randomisée qui va nous amener vers toutes les problématiques réglementaires de remboursement et puis d'accès aux marchés internationaux. Merci beaucoup. Alors, je pense que là, on est au cœur d'un sujet que vous maîtrisez bien, Emmanuel. C'est les pays européens dans lesquels on peut faire les études. Ce sera intéressant de vous entendre là-dessus. Et l'autre question sur laquelle j'aimerais aussi vous entendre, c'est sur finalement la performance des entreprises. Est-ce que les entreprises qui vont à l'international sont plus performantes dans votre expérience, puisque vous les accompagnez, que celles qui sont plus locales? Est-ce que vous pouvez nous parler de ces deux sujets? Alors, tout d'abord, en Europe, on peut faire des essais cliniques partout où on veut, hein. Ça dépend un peu des experts qui y sont. Il faut trouver des bons key opinion leaders, des bons cliniciens qui permettent de faire les bonnes études. Maintenant, aujourd'hui, la réglementation est telle que pour faire un essai clinique, et ça va changer bientôt, mais peut-être pas pour le meilleur, pour faire une expérimentation chez l'homme, il faut passer pays par pays et faire une soumission pays par pays. Donc c'est très lourd. Il existe un moyen un peu différent de passer sur plusieurs pays, mais ça ne fonctionne pas. Le 1er janvier, on aura sans doute quelque chose d'harmonisé qui nous permettra d'obtenir l'autorisation dans tous les pays en même temps. Mais ce qui est sûr, c'est que dès qu'on est innovant, au moment de l'enregistrement du produit, alors que ce soit le marquage CE dont on parlait à l'instant, ou que ce soit la demande d'autorisation de mise sur le marché d'un médicament, là, on est à l'Europe, de toute façon. Donc, la question ne se pose pas. On obtient un marquage CE ou une AMM européenne, point, c'est tout. Maintenant, qu'est-ce qui fait que... Quelle était la deuxième question? C'était de savoir si les entreprises qui sont plus à l'international, finalement, sont plus performantes ou pas forcément. Alors, moi, je ne poserais pas la question comme ça, tout simplement parce que si on n'est pas international, on n'existe pas de nos jours. Donc, par définition, il faut être partout. C'est une très bonne réponse. Et donc, vous voyez cette accélération d'internationalisation des entreprises françaises, des medtech, des biotech françaises? Alors, ils vont parfois faire des essais cliniques à l'étranger, mais il faut encore les aider. Il faut encore beaucoup les aider à franchir l'Atlantique. Et je ne parle pas de l'Asie, ils ont encore du mal. Par contre, ce qu'on voit beaucoup, en revanche, c'est l'entrepreneur français qui émigre ailleurs et qui, là, devient très international parce qu'il a sa science d'origine qui est en France. Parce que la France est vraiment un pays de haute science et de recherche 5 étoiles. Et puis, il a ses équipes de développement et éventuellement commercialisation aux États-Unis, en Chine et ailleurs. Ça, c'est un modèle qu'on voit beaucoup. Alors justement, pour aller dans cette feuille de route, ce modèle, vous, Philippe, bon, j'ai lu dans un article, et on en parlait, que l'internationalisation d'Evolucare fait partie de votre feuille de route. Alors pouvez-vous nous expliquer justement cette approche stratégique par pays? Comment est-ce que finalement on choisit des pays? Pourquoi est-ce qu'on va investir dans tel ou tel pays? Quels sont les drivers? Comment ça fonctionne? Peut-être avant de répondre à cette question, permettez-moi quand même de dire deux mots sur pourquoi l'international. Et je rejoins ce qui a été dit par Emmanuel et Adrien. On a la chance d'être sur un marché à fort impact sociétal. C'est-à-dire ce qu'on fait, l'innovation qu'on développe pour la France, c'est une innovation dont on peut faire bénéficier la planète entière. C'est un point très très important. Le deuxième point important, Emmanuel l'a souligné, c'est dans le médical, en particulier puisque c'est ce dont on parle aujourd'hui, mais pas uniquement. On a la chance d'avoir une position au plan scientifique, d'avoir une capacité à innover qui est probablement ce qui est 5 étoiles.
Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui peut vraiment fonder une stratégie à l'international. Ensuite, effectivement, c'est pas parce qu'on a le produit, c'est pas parce qu'on est innovant, c'est pas parce qu'on est les plus intelligents et les plus forts qu'on va réussir à l'international. Et ça, c'est la deuxième partie de la question. Évidemment, quand on est une PME, même une grosse PME comme Evolucare, avec une culture qui était pas forcément très internationale, encore une fois, on a bien réussi notre développement à l'international, en particulier en Afrique. On a aussi besoin de réfléchir à la manière la plus rationnelle d'adresser nos géographies et nos cibles d'internationalisation. Nous, on a choisi, pour des raisons qui sont des raisons d'organisation, alors évidemment de se développer sur ces pays d'Afrique qui ont quand même en termes d'organisation, de système de santé, de réglementation, une proximité très très forte à la France. C'est vrai que l'image des produits français est une image de qualité, donc ça nous donne un avantage vis-à-vis des concurrents. On a aussi attaqué le marché asiatique et on est en train d'essayer d'adresser le marché chinois. Pour ça, il nous faut des certificats qu'on n'a pas aujourd'hui. Donc on a adressé une région qui est Hong Kong, pour laquelle on a un assez joli succès. On essaie d'attaquer également l'Amérique du Nord par le Québec, à cause de la proximité linguistique, l'Amérique latine, parce que là aussi, il y a un certain nombre de proximités. Puis ensuite, il y a les pays de l'Union européenne. Et c'est vrai que sur les pays de l'Union européenne, il nous paraissait important d'accélérer notre internationalisation, en particulier sur les plus grands pays. L'Allemagne ou le Dard nous paraissait être une région vraiment importante pour nous. En plus, comme il y a une proximité géographique, c'est quand même plus facile à piloter à partir de la France. Les pays scandinaves également, parce que les pays scandinaves sont des pays qui sont très avancés en matière de digitalisation de leur système de santé. Et donc, d'une certaine manière, ils peuvent nous aider à avancer encore plus vite dans le développement de solutions adaptées. Donc, c'est la réflexion que l'on a conduite et qui nous amène aujourd'hui à, au-delà de notre projet d'internationalisation, on va dire par nous-mêmes, au travers de notre réseau de distributeurs ou de nos propres forces commerciales, de lancer un projet d'acquisition, de build-up, avec des acquisitions principalement en Allemagne ou la région de Dard, dans les pays scandinaves dans un premier temps. Et puis une fois qu'on aura réussi cette première étape, notre idée c'est effectivement de trouver des cibles d'acquisition, en particulier en Amérique du Nord. Merci beaucoup. Alors, Emmanuel, votre société, on peut dire qu'elle a réussi l'internationalisation, mais finalement, au-delà de vos clients, vous, votre société, comment est-ce que vous avez réussi cette internationalisation? Quels ont été les facteurs clés de succès finalement? Alors, on a internationalisé selon 4 méthodes différentes. Tout d'abord, il y en avait une qui était spontanée, quoi, qui était, j'allais dire génétique, c'était les États-Unis, puisque c'était mon pays d'adoption. Bon, pour les États-Unis, ça s'est fait tout seul, on ne s'est même pas posé la question, on y était avant même de s'en rendre compte. Ensuite, il y a eu le modèle suisse, on s'est trouvé sur le site de l'EPFL à Lausanne, tout simplement parce qu'on avait un client qui était sur place et qui nous a dit « Je veux vous avoir à côté de moi pour qu'il y ait un chef de projet qui soit proche de nous. » Et ainsi fut fait, on est arrivé avec une personne, puis 2, puis 3, et après on a eu nos propres locaux. Et je dois dire que sans ce client qui nous a facilité l'installation sur le campus, on ne serait jamais rentré. Le PFL était vraiment très fermé. Mais grâce à un local qui nous a attirés, ça a été bon. Alors après, il y a eu le modèle acquisition dans les pays où on n'était pas, typiquement l'Angleterre. Et surtout, de façon plus importante, moi ce que je pense, c'est qu'on ne peut pas aller dans un pays qu'on ne connaît pas sans être bien accompagné. Et c'est le cas de la Chine en ce moment, on travaille.
avec une société comme la vôtre, Avec nous. qui nous aide à nous implanter en Chine, parce que là, c'est un casse-tête chinois, vais-je dire. C'est-à-dire que je n'oserais jamais me présenter dans un pays où je n'ai pas la culture, où je n'ai pas le feeling, où je ne connais pas bien les gens, encore moins la langue. Là, on ne peut pas y aller sans être accompagné. Et c'est comme ça qu'on est en train de faire la Chine. Merci beaucoup. Alors effectivement, l'intervention des SAI, du privé, de l'OSCI et finalement de ce groupe, Stratexio, OSCI, MEDEF International, montre aujourd'hui encore toute sa pertinence. Et alors justement, ce groupe qui est intéressant pour nos entreprises, MedTech, Biotech, elles sont aussi aidées par des aides, notamment BPI. Et alors vous, Adrien, vous connaissez bien, vous avez bénéficié. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu cet aspect intéressant de l'État français? Oui, alors la spécificité de l'État français, et pour en parler, je vais faire un peu de background. Moi, j'ai commencé vraiment tout seul à 25 ans, sans argent. Donc c'est quelque chose qui est normalement, pour faire un appareillage médical, qui normalement met un petit peu hors jeu dans beaucoup de pays du monde, je pense. Je ne les connais pas tous, mais je ne connais pas beaucoup d'exemples similaires. Et c'est vrai qu'il y a un écosystème en France qui permet au démarrage des sociétés comme la mienne, avec une idée et avec un projet, même s'il n'est pas très très bien structuré au départ, d'avoir accès à des petits tickets d'aide. Et franchement, je pense que plus on avance, plus on a besoin d'argent pour faire la même chose que ce qu'on aurait fait au départ. Et avec des petits tickets autour de 20-30 000 euros au départ, on peut faire beaucoup de choses en medtech. J'entends, je parle pas de ce que je ne connais pas, et je sais qu'en biotech, c'est une autre histoire. Mais avec des petits tickets, on est capable de faire des prototypes, on est capable de faire des preuves de concept. Il y a beaucoup de centres d'excellence, c'est ce que j'ai fait moi, comme le CNRS, qu'on peut aller voir et avec très peu d'argent faire des petits partenariats ou des prestations de services même, je sais qu'ils le font, si on est très au clair sur ce qu'on recherche, pour avoir accès à des experts extrêmement compétents et avancer comme ça dans son projet en itérant les objectifs. Et donc ces petits tickets permettent d'avancer sur les 2-3 premières années. Je pense que quand on a les premières étapes, c'est quand même important de commencer à contacter des investisseurs pour qu'ils suivent la fin des étapes de développement avec cet argent public et avec ces fonds régionaux. Enfin, il y a tout un écosystème, je ne refais pas la cartographie, je pense que tout le monde la connaît un petit peu. Et puis je pense que les investisseurs, ça leur permet d'avoir confiance s'ils suivent l'entreprise pendant 1 ou 2 ans et en regardant l'efficacité que l'entreprise est capable de dégager avec des petits tickets. Je pense que ça les met en confiance ensuite pour investir leur argent et là commencer à avoir une entreprise qui a un vrai capital et qui peut ensuite rentrer dans la deuxième phase du financement de la BPI, où là la BPI, une fois qu'on a du capital, rentre avec des plus gros tickets et même capable de monter en haut de bilan, ce qui n'est pas mon cas, mais elle est capable d'apporter du financement, d'aide remboursable, d'aide au développement de l'innovation et tous ces mécanismes-là qui sont extrêmement importants dans une phase 2, je veux dire, entre la série A et la série B, je pense avant l'accès au marché, avant le déploiement de marché, qui permettent de faire un effet de levier hyper important pour les investisseurs sur de l'argent privé. Donc je trouve que la BPI accompagne très très bien sur toute cette phase-là. Ensuite, je sais qu'ils accompagnent notre bilan, là je ne pourrais pas vous en parler, car moi je suis accompagné par des fonds d'investissement privés uniquement. Donc voilà, je trouve intéressant ce cheminement de la BPI jusqu'au déploiement commercial. Je pense qu'il y a encore des choses à faire parce que il y a des gros milestones dans le medtech, notamment sur ce qu'on disait avant, sur des certifications. Je pense à la FDA notamment, et les essais cliniques qui sont assez difficiles à faire financer, qui pourraient avoir des leviers de valeur qui sont énormes. Et donc je pense qu'il y a encore des petites choses à faire là-dedans, mais dans l'ensemble, on est quand même extrêmement bien accompagné en France. Merci beaucoup. J'espère que Pedro Novo saura vous entendre aujourd'hui sur cet aspect de financement
de la FDA. Alors, cette internationalisation, on voit qu'elle est essentielle hein, finalement dans les entreprises. Ce que vous disiez, Emmanuel, une entreprise qui medtech, biotech, qui ne pense pas international ne peut pas vraiment exister. Alors ça, c'est le côté positif. Maintenant, l'international, c'est aussi des difficultés, c'est aussi des problématiques de concurrence, de copie, de bataille de brevets, de difficultés à trouver des compétences, voire même des partenaires avec qui ça peut se passer plus ou moins bien, distance, problématiques culturelles. D'où ma question, Philippe, vous êtes déjà assez mature dans cette internationalisation. Est-ce que vous pouvez nous raconter justement votre expérience sur des difficultés que vous avez rencontrées dans certains pays, sur des problèmes de copie, de concurrence, de partenaires? On a fait l'expérience par nous-mêmes d'essayer de s'implanter comme ça en partant de zéro dans certains pays. L'Allemagne est un exemple. Ça a été très douloureux pour nous parce qu'on y est resté quelques années. Ça a coûté de l'argent au groupe et on n'a pas vraiment réussi à se développer. Pour des raisons qui sont liées, Emmanuel disait tout à l'heure que quand on rentre dans un pays, il faut avoir une compréhension un peu fine de la culture du pays, de la culture des affaires du pays, et pour ça on a besoin de gens localement. Nous, on a eu cette expérience et on s'est aperçu que prendre des Français pour faire du business à l'international, c'est pas forcément toujours la bonne solution. Ça peut l'être dans certains cas, mais c'est pas forcément toujours la bonne solution. Donc, on a changé notre manière de voir les choses et notre idée aujourd'hui, dans certaines géographies, l'Allemagne est un bon exemple, c'est vraiment de faire l'acquisition d'une société qui a déjà un réseau commercial, qui a déjà un réseau de professionnels, des compétences, des clients, etc., pour pouvoir s'appuyer sur ce réseau pour introduire et développer nos propres offres de produits. Donc ça, c'est vraiment la phase dans laquelle on est aujourd'hui dans notre projet d'internationalisation. Sinon, il y a d'autres géographies pour lesquelles travailler avec un réseau de distributeurs, de partenaires, qui eux sont bien implantés, peut aussi être une bonne solution. Et pour ça, effectivement, il faut être sélectif sur le choix de ses partenaires. Il faut évidemment accompagner ces partenaires de très près. Il faut qu'ils aient la compétence, il faut qu'ils aient la compréhension de ce qui différencie le produit qui est commercialisé des autres produits. Mais moyennant ça, il y a forcément un investissement qui est très important de la part de la société qui envisage de faire travailler ses distributeurs. Pas juste imaginer signer un accord de distribution puis leur demander de battre la campagne, ça ne marche pas comme ça. Il faut vraiment les accompagner, mais moyennant cet accompagnement, on peut vraiment bien réussir. On a des exemples en particulier en Afrique qui le démontrent, voire même d'ailleurs en Asie, à Hong Kong, qui le démontrent très très bien. Merci beaucoup. Alors vous, Emmanuel, vous êtes certainement au cœur hein, de ces problématiques de brevets, de copies. Est-ce que vous voyez des difficultés dans certains pays ou est-ce que vous dites que finalement, bien structuré, il n'y a pas de problème? Alors, on travaille toujours avec des juristes qui sont dans le domaine. Nous ne sommes pas vraiment dans le domaine de brevets nous-mêmes. Mais nos clients ont une protection intellectuelle qui est extrêmement forte, de par justement ce qu'ils construisent. Et a priori, pour eux, ce n'est pas le pire des empêchements à avancer. Mais encore une fois, il y a des pays plus favorables que d'autres. D'accord. Certains, il vaut mieux pas trop aller quand même. Ouais, d'accord. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu comme ça des zones? On imagine que les États-Unis, bien structurés avec des moyens, parce qu'il faut des moyens, mais on peut s'en sortir. Est-ce qu'il y a des zones où vous voyez qu'il y a plus de difficultés? Autrefois, il y avait quand même, oui, l'Inde, la Chine, tout ça, c'était des pays où la propriété intellectuelle avait des limites différentes des nôtres, quoi. Sinon, c'est pas avec un bon brevet et un bon avocat qui s'occupe de ça, juriste, ça marche. Hein. Ils n'ont pas l'air de souffrir du tout. Ça nous fait
très plaisir. Et effectivement, les grands groupes, hein, notamment biotech, qui sont vos clients, sont très bien structurés. Mais vous, Adrien, qui êtes vraiment au cœur, hein, vous avez des concurrents qui sont des grandes sociétés que je ne citerai pas ici, qui vous regardent. Comment vous protégez-vous, vous, PME, enfin TPE, PME, hein, start-up en pleine croissance? On fait déjà un peu comme les gros en plus petit. C'est-à-dire qu'on travaille avec des bons cabinets d'avocats et de juristes qui nous accompagnent sur la constitution d'un portefeuille brevet le plus mature possible. Alors ça prend du temps, c'est vrai que nous, il y a beaucoup de brevets qui sont en cours de délivrance ou des dépôts en PCT, des choses comme ça. Mais c'est un gros budget chez nous et c'est un budget que nos investisseurs sont prêts à défendre bec et ongles. Donc c'est quand même quelque chose d'important. Et puis je pense que le plus important pour nous, c'est d'avoir ce socle de protection combiné avec une rapidité extrême. Je pense que nous, l'important, c'est d'être les premiers et de développer le plus vite avec ce socle-là quand même, hein, socle de protection. Mais c'est d'être les premiers sur les marchés et de les adresser le plus rapidement possible, de se développer le plus rapidement possible. Parce que c'est sur certaines géographies, j'entends, hein, sur les géographies un peu sensibles, parce que bon, je sais que sur certains pays, c'est très compliqué de se défendre. Après, quand même, sur 80% de la planète, ce socle de protection, si on travaille avec des bons avocats et qu'on a les moyens de les protéger, c'est suffisant. Et c'est vrai que c'est pas la première inquiétude. Je pense que notre première inquiétude, elles sont quand même cliniques, elles sont quand même centrées sur les patients. Donc c'est que tout se passe bien pour les patients, que tout se passe bien au sein de nos études cliniques et que nos utilisateurs tirent un maximum de bénéfices de nos appareils. Pour moi, c'est ça qui va amener, au-delà de la propriété intellectuelle pure, une réputation et une avance sur une possible compétition qui s'installe pérenne. En tout cas, c'est un discours très positif, hein, pour les medtech, les biotech qui nous écoutent. Finalement, l'innovation peut se structurer, se sécuriser par ce socle de propriété intellectuelle. Le droit international a plutôt tendance à aller dans le bon sens, hein. Moi, je connais bien la Chine, clairement en Chine, ils vont dans ce sens-là. Donc on voit bien que le time to market, c'est ce qu'on est en train de dire, se développer vite, hein, devenir international, s'imposer rapidement sur son marché est essentiel. Et finalement, la réussite de l'entreprise passe par ce triptyque innovation, internationalisation, sécurisation. Alors, on arrive à la fin là, de cette table ronde et on va laisser peut-être la place aux questions. Mais avant de terminer, tout d'abord, je tiens à vous remercier à tous les trois pour votre temps et votre témoignage. Mais j'aimerais que vous terminiez par une note justement positive sur, voilà, qu'est-ce qui fait que l'international, pourquoi l'international, et expliquer l'international, se faire accompagner à l'international, que vous nous donniez un petit message de la fin positif. Je vous laisse, Emmanuel, commencer. Moi, je vous l'ai déjà donné, c'est qu'on ne peut pas aller à l'international sans se faire accompagner quand on ne connaît pas. Voilà. C'est vraiment ça. Et il faut toujours être en terrain de connaissance. Très bien, bah merci beaucoup. Philippe, peut-être... Oui, moi je dirais que les sociétés françaises ont vraiment tous les atouts pour réussir à l'international. On a l'innovation, on a les compétences technologiques. Parfois, nos entreprises ont un petit peu de mal à se déployer commercialement à l'international pour des raisons peut-être un peu culturelles. Moi, je suis assez d'accord sur le fait qu'il est important de se faire accompagner et d'avoir avec soi des gens qui comprennent ces mécanismes du développement à l'international, sans quoi ça peut représenter une difficulté importante, même pour des sociétés qui ont développé de belles innovations. Merci beaucoup. Et Adrien, le mot de la fin. Je ne vais pas redire la même chose, mais bon, je suis d'accord. Mais peut-être pour une note positive, je pense qu'en France, on a quand même énormément de chance d'avoir un écosystème. Je pense à ce que je connais, je pense au CNRS, à l'INSERM, à l'hôpital public, des groupements et des réseaux qui peuvent être porteurs, même sans avoir énormément de moyens au départ. On est quand même capable, avec une qualité d'ingénieur, avec une qualité de développeur qui est assez unique, je pense. Donc on a quand même cette base incroyable. Je pense que dans les quelques années qui viennent, moi je vois quelques verrous
majeures qui vont permettre de faire vraiment évoluer ces dynamiques-là. Je pense au transfert de technologie, je pense en ce moment à l'investissement qui est de plus en plus fort. Il y a de plus en plus un écosystème d'investisseurs qui est de plus en plus performant, qui va faire exploser tout ça dans le bon sens. Et donc, je pense que naturellement, on va aller, des sociétés dès le départ vont penser non plus seulement Europe comme moi je l'ai fait, mais avec des capacités d'investissement supplémentaires. On pense tout de suite monde entier. Et je pense que c'est ça le prochain levier. Je pense que là maintenant, il n'y a plus une seule start-up qui pense France uniquement, mais tout le monde pense tout de suite Europe. Et puis il y a beaucoup de pays rattachés au marquage CE qui sont intéressants. Et je pense que le prochain levier avec des montées en puissance des capacités d'investissement de fonds privés et puis l'accompagnement des fonds publics va combler ce gap pour que tout de suite on pense certification en même temps, FDA, CE et CFDA dans la foulée. Je pense que c'est ça la prochaine étape. Merci beaucoup. Bah, écoutez, merci à tous. On arrive à la fin de cette table santé. Je regarde Stéphanie. On n'aura pas forcément de temps pour les questions. Non. Donc, écoutez, désolé. On doit laisser la place à la prochaine table qui, j'en suis sûr, sera excellente tout autant. Merci à vous d'avoir pris le temps de nous écouter. Merci Emmanuel, merci Philippe, merci Adrien. Merci. Merci Camille, merci à tous.